On avait pu croire que la lectrice assidue du Mercure de France, qu'était Claude Cahun, avait appris la naissance d'Inversion dans la livraison du 15 décembre 1924, où Charles-Henri Hirsch la présentait comme la première revue officielle de Messieurs et Mesdames les pédérastes, précisant qu'il se bornerait dans la suite à en annoncer le décès sans regret. Si l'on bouscule un peu la chronologie comme je vais le faire, une autre succession des faits devient vraisemblable. Claude Cahun serait intervenu auprès du Mercure pour qu'il annonce la sortie de la nouvelle revue, et l'information aurait été répercutée de mauvaise grâce par un chroniqueur peu sympathisant qui se serait défoulé en évoquant les dames pédérastes. Le premier numéro d'Inversion était paru un mois plus tôt. La revue faisait bientôt l'objet d'une information du parquet de la Seine sous l'inculpation d'outrage aux bonnes mœurs. Pour obtenir des soutiens, elle lançait une enquête auprès de diverses personnalités dont les réponses étaient publiées en avril 1925 dans le numéro unique de l'Amitié, publication faisant suite à Inversion. Claude Cahun figurait parmi les personnalités qui avaient répondu. Dans sa réponse, une phrase a été souvent citée. « Mon opinion sur l'homosexualité et les homosexuels est exactement la même que mon opinion sur l'hétérosexualité et les hétérosexuels. Tout dépend des individus et des circonstances. » On a moins prêté attention à une autre phrase de cette réponse. La revue Inversion n'est pas encore ce que je souhaite qu'elle devienne. Son titre me déplaît. L'emploi de la première personne du singulier pouvait laisser supposer une implication personnelle dans la revue. En outre, les derniers mots de son texte intriguaient. Après avoir évoqué un éventuel changement de l'opinion de la loi, Claude Cahun concluait abruptement « Hélas, souvent, femme varie ». Voulait-elle simplement s'amuser aux dépens du lecteur, lui faire une sorte de pied de nez? Oui, à moins de prendre l'expression au pied de la lettre. La femme qui varie, n'était-ce pas Claude Cahun elle-même, capable d'opérer des métamorphoses, d'offrir des variantes de sa personnalité? Et une variante se trouvait ici même, dans ce numéro de l'Amitié, une variante qui s'appelle Clarence. Dans la première étude que j'avais faite au début des années 1980, j'avais remarqué que les deux fondateurs d'Inversion, Gustave Beria et Gaston Lestrade, utilisaient de multiples pseudonymes créés en jouant avec les lettres de leurs noms et prénoms. Clarence, de toute évidence un pseudonyme, ne semblait pas relever du même procédé. Et pourtant, CLA est le début de Claude, REN celui de René, et la finale, le S de Schwab. Pour percer le mystère Clarence, il fallait connaître l'identité multiple de Claude Cahun, né Lucie Renée Mathilde Schwab. Mystère qui n'en était pas un tout à fait, dans la mesure où mademoiselle Schwab avait déjà utilisé ce pseudonyme. Dans le manuscrit des Jeux uraniens conservé au musée de Jersey se trouve un feuillet avec deux courts textes, Eros et Antéros, qui sont signés Clarence. Dans une première partie, je présenterai plusieurs contributions à la revue de Claude Cahun. La deuxième partie est consacrée à son combat pour l'intégrité et la survie d'Inversion. Dans ce combat, elle appelle à l'aide Havelock Ellis. Sa relation avec lui sera au cœur de la troisième partie.
Contribution de Claude Cahun, et d'abord les textes signés Clarens. Il y en a 3, un dans le numéro 4 d'Inversion et 2 dans le numéro unique de l'Amitié. 3 textes très différents. Le premier texte, intitulé « Nous », provient pour l'essentiel d'une œuvre écrite en 1913-1914, Les Jeux uraniens, encore appelés Amor Amicitiae, l'amour des amis, longue méditation sur l'amitié homosexuelle à travers un dialogue intérieur entre l'aimé et l'amant. Claude Cahun n'avait pas publié cette œuvre de jeunesse, à l'écriture souvent affectée et excessive, caractéristique du symbolisme tardif. 10 ans plus tard, au service de la cause homosexuelle, elle fait du réemploi. 3 pages sont tirées d'un manuscrit qui en compte 95. Claude Cahun a pris des séquences ici et là dans le déroulement de l'œuvre pour les redistribuer et composer un nouveau texte que le raccourci rend plus incisif. Cependant, le discours amoureux demeure avec l'adresse du même au même, la quête de l'unité, Narcisse dans la ligne de mire et un parcours balisé par le petit poussé dont le conte est judicieusement revisité. Pour l'essentiel, Nous provient des Jeux uraniens, mais pas en totalité. Une séquence a été écrite après coup, dont la tonalité est différente. Alors que toute la méditation reste contenue dans les sphères spirituelles ou sentimentales, cette nouvelle séquence apporte au propos une teneur plus charnelle, une composante érotique, peut-être un soupçon de sadomasochisme. Les mains. Ami, prends ma main douloureuse, serre-la fort. Je veux que tes ongles s'y incarnent jusqu'au sang. Cette étreinte visible nous suffira, peut-être. Les bouches. Je me mords la lèvre. Est-ce un baiser que je désire? Si peu, maladroit, je demanderai davantage. Raille ma ferveur puérile, amincis d'un sourire, cette bouche trop sensible que je châtie en vain. Les corps. Luttons corps à corps. Prenons au combat de boxe la règle des 10 secondes. Hésitation forcée. Après quoi, nous n'oserions abuser de l'une ou l'autre victoire. La raison d'être de cette séquence singulière nous apparaîtra dans la seconde partie. Le deuxième texte est intitulé « L'amitié ». Pourtant, le titre, qui est désormais celui de la revue, publié en ouverture du premier numéro, l'article de Clarens a la fonction d'un éditorial destiné à promouvoir ce nouveau titre et en même temps, sinon à définir les orientations de la publication, du moins à lui donner une tonalité. Que cet article introductif ait été confié à Claude Cahun témoigne de son importance au niveau de l'équipe rédactionnelle. Elle défend d'autant mieux ce titre, inspiré de la Freundschaft allemande, qu'il correspondait sûrement à une préférence ancienne. En outre, cet article lui fournit l'occasion de préciser ses propres positions sur l'homosexualité. Le texte est plutôt chaotique dans sa construction. Il s'ouvre sur une comparaison entre l'amour et l'amitié, illustrée par l'image de la vague et des galets. Puis, sans transition, un simple intertitre, Havelock Ellis, et Clarens se lance dans un éloge très appuyé du philosophe et psychologue anglais, qui se termine ainsi. L'ami de tout au monde, on peut quitter n'importe quel sujet, quelle route, quand il vous tient par la main, par n'importe quel chemin de traverse,
il vous ramène à tout. Et elle en donne aussitôt une démonstration. Les considérations de Havelock Ellis sur l'amitié normale lui servent de tremplin pour évoquer l'amitié qu'elle souhaite anormale entre deux hommes ou entre deux femmes, une amitié dont l'entrée aura lieu par le canal érotique. On pense bien sûr à sa longue relation avec Suzanne Malherbe. Elle s'emploie ensuite à montrer l'utilité particulière de cette amitié pour le bien commun. Pour ce faire, elle oppose une nouvelle fois l'amitié à l'amour. L'amour qui renvoie l'homme à sa solitude, tandis que l'amitié lui ouvre la vie sociale. Je cite, « Par elle seulement, les hommes sentiront la fraternité entre les classes, entre les races, à travers une passion active. L'amitié étant bien une passion, avec aussi ses jalousies et ses bassesses. » Clarence-Cahin développe alors une philosophie de la vie. Il me semble que l'homme a trois fonctions importantes sur Terre, se conserver, se reproduire et s'entraider. Mais arrivée là, elle ne parle plus des amis, mais des invertis, et même des invertis complets. Pour le troisième de ses destins, l'entraide, la fraternité, les grands idéaux du socialisme et du pacifisme, elle s'exclame « Les invertis ont la part belle ». Puis, les désignant maintenant comme des homosexuels, elle ne craint pas d'infirmer leur supériorité. Elle conclut sur une note de confiance en l'avenir. Ils ne sont point en minorité si faibles qu'on puisse les bâillonner aisément, ni pour longtemps. Un gouvernement peut supprimer un journal, un livre, un homme, mais les hommes de bonne volonté sont debout, ils serreront les rangs, il se produira d'étranges migrations d'âmes. Derrière l'optimisme affiché pour le long terme, transparaît néanmoins l'inquiétude immédiate, peut-être déjà une résignation quant au sort de l'amitié menacée d'interdiction. Troisième texte, signé Clarence, une présentation de Friendship and Freedom, qu'elle définit comme un journal américain, homosexuel et moral. Il n'est pas étonnant que cet article fût écrit par Claude Cahin, dont on connaît l'anglophilie et la maîtrise de la langue anglaise. Il présente un intérêt particulier en tant que seul témoignage sur le contenu de ce journal, dont l'existence fut encore plus brève qu'inversion, 2 livraisons simplement. En juillet 1925, Henri Gerbert, son directeur, serait arrêté et tous les exemplaires détruits. Du numéro qu'elle a en main, le premier, Clarence retient, entre autres choses, un article sur Oscar Wilde. Elle en cite un passage dans lequel l'écrivain est comparé à un canari attaqué par de vulgaires moineaux. Elle remarque, par ailleurs, que les camarades homosexuels sont appelés des intermediates. Elle ajoute, selon le mot de Carpenter, sans aucun doute, elle a lu The Intermediate Sex d'Edward Carpenter, un livre jamais traduit en français, mais qui eut un énorme succès dans les pays anglo-saxons. Carpenter ayant collaboré avec Havelock Ellis dans l'inversion sexuelle, celui-ci soulignait sa sympathie pour l'homosexualité. On va passer de Clarence à René Mathilde. L'abondance de la collaboration de Clarence au dernier numéro d'Inversion et à l'amitié nous conduit à nous interroger sur le point de départ de cette collaboration, ce qui nous fait remonter au début de la publication. Dans le numéro 1 d'Inversion, on trouve une rubrique « Souscription ». Je vais faire passer quelques pages. Rubrique ainsi libellée. Quelques amis qui connurent notre projet et l'encouragèrent ont bien voulu ouvrir cette souscription. Suivent les noms ou les initiales de ces généreux donateurs.
parmi lesquels RM pour 10 francs. RM pourrait peut-être désigner René Mathilde. François Leperlier rapporte qu'il est arrivé à Claude Cahun de signer avec ses initiales RM. Confirmation dans le 2e numéro, toujours dans la rubrique souscription. Cette fois, c'est une René, et M, qui donne encore 10 francs. Que Claude Cahun ait connu inversion à l'état de projet, voilà qui nous invite à regarder de plus près les premières livraisons. Et nous constatons que l'article de fond du numéro 1, autour du procès d'Oscar Wilde, est signé R.M. Haribey. Haribey étant l'anagramme de Beria, dans ma première étude, j'avais attribué ce texte au directeur de la publication, lui-même grand utilisateur de pseudonymes. Pourtant, il se prénommait Gustave. R.M. Haribey signait peut-être une écriture à 4 mains. Nous attachons au texte maintenant, nous lisons une étude fort détaillée des circonstances du procès d'Oscar Wilde. Rappelons que Claude Cahun était très concerné par le sujet. Son oncle Marcel Schwab avait été un ami proche de Wilde et elle-même avait consacré un long article dans le Mercure de France à un procès lié à des représentations de Salomé. Et nous venons encore de constater un écho de cet intérêt dans le compte-rendu de Friendship and Freedom. À travers les archives familiales, entre autres les collections du Mercure, Claude Cahun disposait de la meilleure documentation sur le procès. En outre, l'article témoigne d'une excellente connaissance des milieux littéraires anglais du siècle précédent, ainsi que des soutiens dont Wilde bénéficia en France. Parmi ces derniers se trouve ainsi cité un écrivain assez scandaleux d'origine nantaise, Hugues Rebel, écrivain bien oublié depuis sa mort en 1905. Notons que les écrits de Gustave Beria ne reflètent rien de semblable comme héritage culturel. Enfin, l'argument décisif en faveur de Claude Cahun réside dans la double mention de Havelock Ellis à propos du retentissement de l'affaire Wilde. Une première fois avec une longue citation de l'inversion sexuelle, la seconde avec ce constat, peu de temps après, parurent les remarquables études de Havelock Ellis, Rafalovich et du docteur Lopes. Finalement, on en vient à penser que René Mathilde a pu écrire seul cet article, s'amusant à se fabriquer un pseudonyme en complicité avec le directeur de la revue. Mais sa participation à ce premier numéro ne se limite pas à cet article. Une grande partie de la livraison est constituée par des pages d'hier concernant l'homosexualité. Les textes choisis appartiennent pour l'essentiel à l'Antiquité, Tibulle, Théocrite, et à la littérature anglaise, Shakespeare, Swinburne. Deux domaines que connaît bien Claude Cahun. Il n'est pas douteux qu'elle a contribué au choix des textes et qu'elle a traduit elle-même le poème de Swinburne, un auteur qui est souvent cité dans les Jeux uraniens. Ce n'est pas tout. Claude Cahun a certainement contribué au texte d'ouverture sur le seuil. Là, je n'ai pas le temps de préciser. Elle est certainement responsable aussi du choix de la citation de Goethe sur la première de couverture que je fais circuler. Elle est dans la nature, bien qu'elle soit contre nature. Parce qu'en effet, ce n'est pas la citation de Goethe. La citation est beaucoup plus longue, et ça, c'est la formulation que donne Havelock Ellis à la fin de l'inversion sexuelle. Si l'on fait le compte des contributeurs à ce premier numéro, ils ne sont que 3. Gustave Beria, Gaston Lestrade, les deux provinciaux
montés à la capitale, qui n'ont pas de lien avec les milieux intellectuels parisiens, et puis Claude Cahun, déjà bien introduite dans ces milieux, et surtout dotée d'une réelle expérience en matière de presse et d'édition, expérience acquise au Phare de la Loire et à la Gerbe, expérience précieuse pour le lancement d'une revue. Et cette expérience de Claude Cahun est complétée sur le plan graphique par celle de Moore, auteur probable du corridon en vignette et de la maquette de couverture. Une question reste pendante: comment Gustave Béria et Gaston Lestrade sont-ils entrés en relation avec Claude Cahun et Marcel Maury? Comme je ne formule que des hypothèses, je vais passer. Non, je n'ai pas de réponse. Bon, une hypothèse, c'est Viau, parce que Viau a été souvent un passeur comme ça, et en plus, dans les souscripteurs, il y a aussi des Jacques. Enfin, ce ne sont quand même pas des raisons suffisantes pour dire que c'est Jacques Viau qui a joué ce rôle. Ils sont de quelle ville? Du Gers. Il y en a un qui était postier et l'autre employé de bureau. Donc c'est pas tout à fait le milieu. Donc l'hypothèse, c'est que Viau les ait trouvés sur un lieu de drague et qu'il les ait conduits vers Caen. Mais c'est une hypothèse. Je passe au combat pour l'intégrité et la survie d'Inversion. Pour le deuxième numéro, Claude Cahun n'a pas donné de texte, mais elle a probablement poursuivi le travail éditorial. Elle pouvait marquer une pause, ce numéro voyant l'arrivée de deux importants collaborateurs. Le premier, Pierre Guyolo du Basti, publie sous le pseudonyme d'Axieros des textes à thématique ouvertement homosexuelle. Poète et prosateur, ce jeune enseignant est aussi traducteur de l'allemand. Par ailleurs, il collabore à l'En-dehors, le journal des anarchistes individualistes, dans la lignée de Max Stirner, que dirige Armand, Ernest Juin dit Armand. Claude Cahun elle-même n'est pas éloignée de ce courant de pensée qui était déjà présent dans l'entourage de Marcel Schwab et des symbolistes. Devenant un collaborateur particulièrement actif d'Inversion, Axiéros apporte à la revue homosexuelle le concours et le soutien de l'en-dehors, pour le meilleur et peut-être aussi pour le pire. L'autre, Eugène Wilhelm, est un juriste alsacien né en 1866. Allemand avant 1914, il a collaboré à l'annuaire des différences intersexuelles du docteur Magnus Hirschfeld et à la revue Die Freundschaft. Mais aussi en France, à Academos, la revue de Jacques d'Adelsward Fersen. Il a ainsi établi une liaison entre les milieux homosexuels allemands et français. Son homosexualité lui causa des soucis. En 1908, pour éviter le scandale, il préféra démissionner de sa fonction de juge, écrivant sous le pseudonyme de Numa Praetorius. Il a été démasqué peu avant la Première Guerre mondiale dans un libelle antisémite. Dans Inversion, ses contributions sont nombreuses sous divers pseudonymes. Les problèmes arrivent avec le numéro 3. On avait annoncé un nouveau titre, Urania, mais c'est encore Inversion qui figure sur la couverture. Le nouveau titre n'avait peut-être pas la faveur de Claude Cahun. Surtout, on apprend que la revue est menacée dans son existence. Une information a été ouverte au parquet de la Seine contre le gérant de la publication sous l'inculpation d'outrage aux bonnes mœurs. Aux yeux de Cahun, une autre menace a surgi, touchant l'intégrité et la cohésion de la publication, avec l'arrivée d'un nouveau collaborateur, Camille Spiess, médecin suisse, fondateur d'une science nouvelle, la psychosynthèse. Dans un article au titre bien trompeur, Amour et sexualité, tenant un discours souvent confus, il glorifie une pédérastie asexuelle
et platonique, à l'opposé de l'inversion sexuelle qui, selon lui, n'a pu germer que dans la cervelle d'un juif. Il s'agit, en l'occurrence, de Magnus Hirschfeld, et le propos est d'autant plus odieux que peu de temps auparavant, Hirschfeld a été agressé par les nazis et a eu le crâne fracassé. Que dans la cervelle d'un juif, parce que l'empreinte sexuelle du psychisme féminin et l'impuissance psychique du métis dont le déshonneur est le suicide moral. Plus loin, il précise, le juif est l'ennemi de l'homme, c'est-à-dire le mensonge parce qu'il est le genre humain. Suivent d'autres propos de teneur aussi inquiétante. Par-delà le délire verbal, les thèses de Spies atteignaient les sommets du racisme, de la misogynie et finalement de l'homophobie. Ces théories pouvaient faire illusion auprès d'un public peu averti. On comprend mal l'intérêt que leur porte Gustave Beria, qui a déjà consacré à Spies une note élogieuse dans le numéro 2, et encore moins la faveur dont elles jouissent auprès des anarchistes qui leur ouvrent les colonnes de l'en dehors. Claude Cahun ne pouvait accepter les propos de Spies. Eugène Wilhelm non plus. Tous les deux avaient eu à souffrir de l'antisémitisme. En outre, Wilhelm avait été un collaborateur d'Hirschfeld. Ils se devaient de réagir, mais ils ne voulurent pas pour autant abandonner la revue. Nous ne savons rien des débats qui ont pu agiter la rédaction, mais nous pouvons en juger les résultats. Dans un premier temps, ce qui correspond au 3e numéro, Claude Cahun et Eugène Wilhelm ont adopté une tactique d'encerclement en disposant des barrières, des garde-fous autour de la contribution de Spies, de façon à l'isoler ou à prendre le contre-pied. C'est d'abord, juste avant le texte de Spies, donc sur la première de couverture, une citation de Freud, un autre juif, tirée des 3 essais sur la sexualité, envisageant positivement l'inversion. On doit concéder aux avocats de l'uranisme que certains des hommes les plus éminents ont été des invertis, et peut-être même des invertis complets. Le choix de cette citation revient certainement à Claude Cahun, on comprendra pourquoi tout à l'heure. Et juste après les délires de Spies, trouve place un poème saphique, Vous, signé du pseudonyme Marie Orfano, et qui, à mon sens, est de la plume de Claude Cahun, mais je suis obligé de passer. Plus loin, c'est Eugène Wilhelm qui, sous le pseudonyme voltairien d'Ituriel, comme pour illustrer la citation de Freud, réclame une vie réelle des grands hommes, s'il vous plaît. Autrement dit, montre que beaucoup de grands hommes étaient des invertis. Mais, surprise, son texte s'ouvre sur l'évocation d'un écrivain qui n'était pas homosexuel, mais qui était juif, et en ne ménageant pas le compliment, je cite, « Le délicieux Marcel Schwab écrivit jadis Les vies imaginaires, charmant et profond livre où il nous décrit la vie de certains grands hommes. » Coup de patte à l'adresse de Spies et clin d'œil à la nièce de Schwab, on a ici l'indice d'une connivence, probablement d'une concertation entre Wilhelm et Cahun. Dans le numéro 4, ces deux-là poursuivent sur leur lancée, adoptant maintenant la tactique d'occupation du terrain, de façon à ne laisser aucune place à l'adversaire. Et de fait, Spies n'apparaît pas dans cette livraison. Wilhelm y signe de nombreux textes sous diverses signatures,
avant de reprendre son pseudonyme historique, Numa Praetorius, comme un nom de guerre pour évoquer la question de l'homosexualité en Allemagne et défendre le travail de Magnus Hirschfeld. Quant à Claude Cahun, c'est là qu'elle publie son texte intitulé « Nous ». On comprend pourquoi elle a introduit une séquence d'amour charnel. Il s'agit de témoigner contre Spies de l'existence d'une pédérastie qui n'a rien de platonique et d'asexuel. La livraison contient aussi le texte de l'enquête destinée à recueillir des soutiens à la revue. Et Claude Cahun a certainement contribué au choix des questions. La revue Inversion a-t-elle outragé vos bonnes mœurs ? À votre avis, l'information ouverte contre cette revue constitue-t-elle une entrave à la liberté de pensée et à la liberté de la presse ? Quelle est votre opinion sur l'homosexualité et les homosexuels ? Si les deux premières questions sont en relation directe avec la menace extérieure, l'action en justice, la troisième concerne autant sinon plus la menace intérieure, la condamnation et le rejet de l'inversion par un des collaborateurs de la publication. Inversion étant menacée, les réponses sont publiées dans une nouvelle publication, L'Amitié. Peu nombreuses, on ne sait lesquelles sont à mettre au compte de Claude Cahun, mais il en est une essentielle qu'elle seule pouvait obtenir, celle de Havelock Ellis. À croire que le questionnaire, et spécialement la troisième question, avait été conçu spécialement pour lui. Mais le grand homme vivait en Angleterre. On ne sait comment furent obtenues ces réponses, peut-être au cours d'une conversation téléphonique, mais on est frappé par leur extrême brièveté. Non et oui aux deux premières questions, et à la troisième, cette formulation avec Moll, Hirschfeld, Freud et les autres autorités, je concède que certains des hommes les plus éminents de notre temps et d'autrefois ont été des invertis sexuels. Et vous reconnaissez dans cette formulation les mots de Freud cités en tête du numéro 3. On doit concéder aux avocats de l'uranisme que certains des hommes les plus éminents ont été invertis et même des invertis complets. Aucun doute, la même personne a choisi la citation de Freud et recueilli la réponse d'Ellis, une personne connaissant bien l'estime qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre. La réponse d'Ellis à l'enquête est brève mais ô combien pertinente. 3 autorités scientifiques, dont 2 juives, sont convoquées avec la caution d'une autre autorité, Havelock Ellis lui-même, pour défendre la cause de l'inversion sexuelle et par là même rejeter les inepties de Spies. Également pour soutenir l'existence de la revue. Alors, peu importe qu'Ellis ait lui-même écrit le texte ou que Claude Cahun le lui ait soufflé, pour le moins il l'a inspiré et celui-ci ne traduit pas son opinion. Oui, je ne ferai pas la troisième partie, tout simplement. Au-delà de l'enquête, du fait des démêlés judiciaires de Beria et Lestrade, la livraison de l'Amitié a été largement conçue par Claude Cahun, avec ses propres textes, ceux de Wilhelm, avec une présence accrue des femmes, celles-ci arrivant souvent masquées, selon la propension cahunienne à jeter un peu de trouble dans le genre. Alors, je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là. Il y a une figure qu'il faut quand même citer, c'est Suzanne de Callias, une féministe qui était importante à cette époque et
qui collabore à ce numéro, et avec laquelle, semble-t-il, Claude Cahun a continué à avoir une relation, puisqu'on la retrouve plus tard dans le Mercure. Parmi les autres collaborateurs de ce numéro figure l'ami nantais de Claude Cahun, Marc-Adolphe Guégan, qui signe 2 poèmes sous son pseudonyme Paul Saint-Armel. Enfin, il y a dans ce numéro un chant sodomique d'Alan Courtney Tisridge, un auteur sur lequel je n'ai absolument rien trouvé, et je me demande, mais là je ne suis pas sûr, si ce texte ne serait pas aussi de Claude Cahun. Quoi qu'il en soit, à cet instant, Claude Cahun, la femme qui varie, semble avoir gagné la partie et la revue avoir évolué dans le sens qu'elle souhaitait. Donc je résume la troisième partie qui était consacrée à Havelock Ellis et qui avait pour objectif de faire comprendre cette utilisation de la citation Freud-Ellis à partir de la relation très particulière entre Claude Cahun et Havelock Ellis, une relation au centre de laquelle se trouve la question de l'eugénisme. Ah non, je voulais conclure quand même. J'ai coupé la troisième partie, mais je vais faire la conclusion. Bon, je disais en fin de troisième partie que Claude Cahun était resté fidèle à Havelock Ellis. Elle l'introduit auprès de Breton. Plus tard, elle en parle encore dans ses correspondances d'après-guerre. Et à côté de cela, elle passe complètement sous silence l'histoire d'Inversion. Pourtant, Inversion représenta une expérience importante et éprouvante pour Claude Cahun. Elle s'était engagée dès le début dans l'aventure de la revue. Elle a mis tout son héritage culturel au service de cette revue et son influence n'a cessé de croître au sein de la rédaction. Avec le concours, volontaire ou non, de Havelock Ellis, elle s'est retrouvée à diriger l'amitié pratiquement seule, mais seulement le temps d'une livraison. L'amitié connut en effet le sort promis à Inversion, elle fut interdite. On imagine la déception de Claude Cahun, militante pour la cause homosexuelle, et décidée à assurer le développement de la revue. Plus encore, la rancœur de Beria et Lestrade, cités à comparaître devant le tribunal correctionnel, soutenus seulement par les anarchistes de l'en dehors, finalement condamnés en appel à des peines de 3 mois de prison ferme. Lors du procès, ils ont eu l'élégance de ne pas citer le nom de Claude Cahun. Elle était coupable pourtant, comme aurait pu l'être Havelock Ellis, devant ce qu'elle-même appelle l'opinion de la loi. Comme on n'avait rien trouvé de pornographique dans la revue, la justice l'a sanctionnée à cause des méthodes anticonceptionnelles qu'elle avait eu ce grave inconvénient de favoriser et de propager. Cette fois, c'est fini. Merci.